Je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode du podcast Sauce Secrète. Aujourd'hui, j'accueille Paul avec un nom de famille dont je ne vais pas me risquer à prononcer. Paul, c'est un des top copywriters actuellement sur le marché. Il est freelance depuis 4 ans. Il a un parcours que je vais qualifier d'assez inspirant. Il a plein de passages assez intéressants comme vous allez les voir dans le podcast. On parle de plein de sujets avec Paul, de positionnement, d'offres, de tarifs, d'acquisition client, de LinkedIn, de prospection. Vous allez voir, c'est un échange que j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que on s'est aventuré sur des sujets de l'ordre du mindset. C'est un sujet qui me parle, qui me tient à cœur, mais c'est aussi un sujet qui est pas évident à aborder, tant il peut être parfois un peu abstrait, un peu flou, à la limite du bullshit. Et j'ai l'impression qu'on en a plutôt bien parlé avec Paul, que c'est resté concret, que c'est resté actionnable. Et donc je suis très curieux d'avoir votre avis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à envoyer de la force au podcast, à s'abonner à la chaîne, à aller voir le travail de Paul sur LinkedIn et à me laisser un commentaire si ça vous a plu. Et si vous avez des questions, je suis disponible pour en parler avec plaisir. Bon visionnage. Salut Paul. Salut Valentin. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ravi de faire cette interview avec toi. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter et nous dire notamment comment tu te présentes auprès d'un prospect ou d'un client? Ok. Du coup, moi, c'est Paul Krzanowski. Je suis copywriter depuis bientôt 4 ans en freelance. Et actuellement, je suis principalement positionné sur les lancements. Et c'est globalement comme ça que je vais me présenter. Si jamais je rencontre un formateur, quelqu'un dans ma niche, je vais dire, bah, moi, je suis copywriter spécialisé en lancement. Et voilà, c'est globalement comme ça que je vais me présenter, sachant que forcément on aura le temps de rentrer dans les détails, mais c'est pas non plus la seule prestation que je réalise. J'ai d'autres clients sur d'autres types de prestats, mais on va dire que c'est comme ça que je me positionne sur LinkedIn pour attirer des prospects. Ça m'empêche pas de délivrer d'autres types de prestations, mais voilà, je me spécialise en lancement. J'accompagne et particulièrement sur tout ce qui est lancement masterclass ou challenge si besoin. Ok, très clair, on pourra creuser tout ça. Avant de creuser, j'ai une question pour toi. Où est-ce que tu es basé en ce moment? Là, je suis rentré en France, donc en région parisienne. Je passe tous les hivers pour passer les fêtes avec ma famille, mais le reste de l'année, en majorité, je suis en Asie, Asie du Sud-Est principalement, entre Philippines, Vietnam, Corée et Thaïlande. C'est les quelques endroits qu'on fait un peu en boucle avec ma copine depuis maintenant 4 ans. Ok, et t'as une base fixe où tu voyages un peu constamment? J'ai, j'ai pas de base fixe à proprement parler, mais c'est vraiment des endroits qu'on revisite constamment. Et s'il y a un endroit que je revis, où je passe le plus de temps, ça reste Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Ok, bon, on pourra en reparler plus tard parce que je pense que c'est aussi un point qui est intéressant, c'est voyager en travaillant, Ouais. travailler en voyageant plutôt, et toute la liberté que ça offre aussi. Donc tu disais qu'aujourd'hui tu es spécialisé dans les lancements. J'imagine que ça a pas fort, peut-être, hein, mais est-ce que ça a été ça dès le départ ou est-ce que c'est un truc que tu Non. as construit avec le temps? Non, c'est clairement quelque chose que j'ai construit. C'est après, c'était un peu un coup de chance. Je pense qu'au début, comme beaucoup, j'étais spécialisé pour les coachs fitness parce que à l'époque, j'allais à la muscu. Donc je me suis dit, ok, bah, je serai copywriter pour coach fitness. Spoiler, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ensuite, je pense que j'ai fait le deuxième positionnement le plus bateau du copywriting qui est spécialisé en page de vente. Donc ça aussi. Et ensuite, en fait, j'ai eu, suite à une recommandation, une opportunité de bosser avec Valentine Soda, qui est une formatrice, qui est une formatrice assez en vue sur LinkedIn. On a collaboré sur un lancement. On a eu des très bons résultats. Elle m'a mis pas mal en avant par rapport à ça. Et en fait, j'ai eu beaucoup de demandes entrantes par rapport sur ce type de prestat. En gros, les gens me contactaient, ils me disaient, bah, tu vois ce que tu as fait pour Valentine, je veux la même chose, parce qu'elle en a parlé dans sa newsletter, elle a fait un post à mon sujet, elle m'a fait une recommandation vidéo. Et forcément, vu qu'elle, elle était assez visible déjà à ce moment-là sur LinkedIn, ça m'a fait pas mal de demandes entrantes. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bah tiens, j'ai de la crédibilité sur cette prestation. Je vois pas de copywriter autour de moi spécialisé sur cette presta. Et il y a d'autres raisons qui m'ont poussé à ça, mais ça c'est je pense a posteriori, c'est qu'en fait comme un lancement ça reste un gros pic de chiffre d'affaires pour beaucoup de formateurs, que c'est une grosse charge mentale aussi, bah, beaucoup de gens, mon client idéal est prêt à investir pas mal d'argent pour ça.
parce que je génère beaucoup de chiffres d'affaires derrière. Donc je me suis rendu compte que c'était une presta que je pouvais bien pricer. Et donc voilà, de fil en aiguille, je me suis positionné sur le lancement. J'ai eu à accumuler un peu de preuves sociales. Donc globalement, c'est coach fitness, puis page de vente et par un coup de chance, lancement. Enfin, j'ai fait un lancement, c'est bien passé et du coup, je me suis positionné dessus. Ok, hyper intéressant. Et cette mission avec Valentine Soda, elle est arrivée en termes de temporalité dans tes 4 ans d'expérience, elle est arrivée à quel moment? Je pense qu'on est en plein milieu. C'était il y a, on est en 2025. Je pense que c'est fin C'était il y a 2 ans? 2000. Ouais, il y a un an et demi. Je pense que ça doit être un an et demi, 2 ans dans ces eaux-là. Il y a eu 2 ans auparavant ça a tourné correctement. Et depuis, il y a vraiment eu un shift. Ouais, c'est il y a 2 ans quasiment. Il y a quasiment 2 ans. Je pense qu'elle m'a contacté il y a 2 ans et on a fait le lancement fin décembre. Donc là, de Ouais, 2023, tu vois. Donc ouais. ouais. Qu'est-ce que tu as parlé un peu, ça m'intéresse, la cible coach fitness. Ouais. Comment est-ce qu'elle est cette cible en tant que copywriter qui veut l'adresser? C'est c'est une fausse bonne idée. C'est vraiment une fausse bonne idée. Pourquoi? C'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, j'en connais plusieurs des coachs fitness que j'ai prospectés. De fil en aiguille, on est devenus potes. Et du coup, je connais leur réalité business. Déjà, à l'époque, j'avais prospecté beaucoup sur les coachs fitness d'Instagram. Et ils avaient beaucoup de visibilité. C'était un moment où les Reels ont pété. Donc, beaucoup de gens avaient beaucoup de visibilité, des grosses communautés. Et je me disais, bah, s'ils ont des grosses communautés, c'est ils font beaucoup d'argent. En réalité, ils faisaient quelques milliers d'euros. Ça allait de 2 000 € par mois à 5 000 à 6 000 € par mois. Un entrepreneur qui travaille seul de son côté, à 5 000 € par mois, n'a pas besoin d'un copywriter. Il n'a pas besoin d'une page de vente. Il a peut-être besoin d'emailing si jamais il arrive à collecter beaucoup d'emails, mais il a besoin bah voilà, d'être bon en setting. Il a besoin de bien closer ses prospects, etc. en fonction du type de service qu'il propose. Mais en fait, comme un copywriter n'aura pas un fort effet de levier sur le chiffre d'affaires de ce coach, déjà il n'a pas beaucoup d'argent, donc pas beaucoup d'argent à investir. Hmm. Et en plus, les résultats que tu vas pouvoir apporter à ce type de prospect, tel type de client, sont très minimes. Donc en fait, bah, soit il va investir une fois et il va se dire bah, t'es pas rentable, soit tu vas pas être très rentable, donc il va te payer au lance-pierre. Et voilà. Donc en gros, je pense, moi, mes clients idéaux, c'est les gens qui sont visibles et qui ont un business qui tourne. Lui, ce type de client est visible, mais ils n'ont pas réellement de business qui tourne. Ouais. Et du coup, c'est vraiment une très mauvaise. Surtout, ils sont extrêmement prospectés, car très Hmm. visibles. Et du coup, c'est assez compliqué de leur faire sortir, de le faire investir parce que une prestat de copywriting, un bon copywriter, ça coûte cher. En tout cas, ça coûte cher par rapport au chiffre d'affaires que eux génèrent. Hmm. Voilà, Ouais, c'est super intéressant. Euh, J'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait que c'est pas fondamentalement des gens qui ont besoin de ce que tu apportes, c'est ça. en plus du fait qu'ils n'ont pas de budget. Et tu sais, c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup, mais c'est le choix de ta cible en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, en tant que peu importe ton business. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont découler du choix de ta cible. Est-ce C'est que tu vas cibler des gens qui ont besoin du budget ou pas? Et paradoxalement, j'ai l'impression que c'est une question sur laquelle on passe très peu de temps quand on démarre. c'est clair, ah bah j'aime bien, c'est extrêmement, enfin j'aime beaucoup ton point. C'est qu'en fait j'y pensais récemment. C'est ton positionnement, c'est un peu comme si tu courais et si est-ce que le vent il est face à toi ou il est Hmm. derrière toi? Et il y a des gens ils courent face à des bourrasques et ils se rendent même pas compte parce que personne ne Ouais. leur a donné des bons conseils parce que bah voilà j'aime bien le fitness, j'aime bien la salle de sport donc je vais être copywriter fitness alors que c'est un point crucial que tu dois bah, analyser un business, quels sont leurs besoins, etc., etc. Et donc clairement, je pense qu'il y a un vrai sujet de manque de réflexion à ce niveau-là, comme tu le dis. Toi comme moi, je pense qu'on voit beaucoup de copywriters, et toi un peu plus ghostwriter, rédacteur sur LinkedIn, et parfois je vois des positionnements, je me dis, mais il y a rien qui va. Il n'y a rien Ouais, qui va, c'est clair. c'est catastrophique. Et du coup, ces gens-là partent avec un handicap en fait dans leur activité. C'est ouf. Ouais, après, tu vois, en même temps, on dit ça, et en même temps, je trouve que dès le départ, t'as pas toutes ces réflexions, t'as pas tous ces Non, c'est réflexes, clair, et t'as pas tout ce recul. c'est Donc, clair, j'ai l'impression qu'il faut passer par ce premier probablement. stade de je prends la mauvaise cible, je me heurte à un mur,
Et du coup, ça me permet de comprendre en fait c'est quoi une bonne cible et qu'est-ce que je dois faire à la place. Si j'arrête pas en chemin et je me décourage pas, ce qui est C'est ça. souvent le cas, tu vois. C'est clair, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus facile pour moi de le dire. Et Mm. en un coup d'œil, tu te dis, bon, bah là, il y a un visiblement, il y a un désalignement entre ce que tu proposes, le ROI, la cible, etc. Mais non, non, bien sûr, bah après, c'est comme ça qu'on apprend, mais c'est juste que du coup, il faut, enfin, je pense que c'est un sujet aussi que tu évoques régulièrement, c'est bah, qu'est-ce que les formateurs promettent aux gens qui se lancent Oui. en copywriting et la différence de difficulté entre avoir une activité qui tourne au quotidien et bah, ce que tu penses être au début. Mm. Et tout ce que ça sous-entend, tout ce que ça sous-entend pour avoir une activité qui tourne bien, bah, il y a différents sujets qu'il faut comprendre, articuler entre eux. Et après, quand ça clique, bah voilà, ça tourne bien, on est content, je Mm. voyage, je gagne bien ma vie, etc. Mais Ouais. c'est pas, enfin, je pense que c'est pas compliqué, mais c'est pas non plus facile. C'est simple quand on est accompagné, quand Mm. on a un peu le feeling business, mais c'est pas aussi facile qu'on le pense en tout cas au début. Ouais. Et t'as dit un truc sur lequel j'ai envie d'appuyer fort, c'est ce truc de euh, la différence entre ce que tu penses que ça va être quand tu te lances et ce qu'il faut réellement faire pour que ça marche. Moi, j'appelle ça un peu tu sais, le temps des illusions. C'est tu te lances, t'es rempli d'illusions, tu sais, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir bosser avec les clients que je veux, et puis je vais trouver des missions, ça va aller. Et Ouais. en fait, je pense que pour passer un cap, et tu me diras si t'es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que plus vite t'acceptes que tout ça c'est des fantasmes, et plus vite tu rentres dans la réalité de bah, il faut créer du contenu tous les jours, il faut prospecter, il faut faire du business, il faut avoir une cible qui a du budget, il faut résoudre un vrai problème. Plus vite tu l'acceptes et plus vite tu embrasses ça, et plus vite ton activité elle a une chance d'exister en fait. Parce que moi j'en vois plein qui continuent à se bercer Ah d'illusions ouais. 12 mois, 24 mois, et en fait à un moment bah, juste tu te prends un mur de réalité et ça marche pas quoi. Ouais, non, clairement, il y a différents points que tu dois accepter. Bah, t'aimes pas créer Enfin, par exemple, moi, ça fait longtemps que je publie sur LinkedIn. Je n'aime pas LinkedIn, mais c'est pragmatique. Mon approche de LinkedIn est pragmatique. Peut-être que ça se ressent du coup de mon contenu, comparé à d'autres personnes qui prennent plus de plaisir, qui ont ce côté plus artistique, écrivain, qui aime créer, publier. Moi, c'est pragmatique. LinkedIn, pour moi, c'est une application business. Et ça, je l'ai accepté. C'est que voilà, j'aime pas spécialement la plateforme, mais c'est un canal d'acquisition qui fonctionne pour moi. Donc, bah, tous les matins, je prends un créneau et je rédige du contenu, etc., etc. Et c'est l'un des aspects. Par exemple, j'aime pas la technique, mais si je vends une prestation, l'aspect technique, donc intégration, etc., c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais par contre, moi, j'ai une prestation pour un client où j'écris 2 mails par semaine. Bah, je ne vais pas demander à mon client de les intégrer à ma place. Je ne vais pas lui envoyer un Google Doc. Bah tiens, salut Mehdi, à la semaine prochaine. Non, ça fait partie de mon boulot. En tout cas, dans l'aspect de... En fait, je pense que quand tu es entrepreneur, tu prends des prestataires pour faire du meilleur travail que toi, mais aussi pour déléguer une partie de la charge mentale. Et du coup, lui, il peut pas juste déléguer la rédaction des emails. Parce qu'en fait, si j'étais copywriter et que je voyais que le copywriting dans sa boîte, bah, je me dirais, tiens, je rédige les emails et il est content. Et alors qu'en fait, non, lui, il a d'autres personnes à gérer. Le copywriting, c'est un aspect de tout son business et l'intégration est aussi pas aussi importante. Mais mon GDoc lui apporte rien. Par contre, envoyer les emails, bah, c'est ce qui compte. Ça peut paraître évident peut-être à certaines personnes, mais enfin, c'est un sujet du coup de comprendre comment le copywriting s'intègre dans un business et que bah, c'est pas juste la rédaction, c'est aussi l'intégration, c'est aussi avoir des idées, c'est aussi être proactif. Et donc voilà, donc moi j'intègre des emails, ça me fait chier à chaque fois. Je mets une vidéo YouTube à côté et je le fais j'allais dire comme un ouvrier qui va au travail. Ça reste beaucoup plus agréable qu'un métier que de bosser à l'usine, mais il y a ce côté-là qui est pas artistique, qui est pas trop kiffant, qui est pas trop qui est pas ce que je pensais faire, mais ça fait partie du quotidien. Et donc je l'accepte et c'est aussi simple que ça, quoi. Ouais. Ça m'inspire deux réflexions. Un truc en ce moment auquel je réfléchis beaucoup, c'est débloquer le mode. Je ne me demande pas si j'ai envie de faire les choses ou pas. Je les fais parce que c'est mon job, parce que je suis un professionnel et parce que c'est ce qu'on attend de moi. Comment Ouais. est-ce que tu débloques ça? Est-ce que tu as eu t'as des choses qui t'ont aidé? Parce que c'est difficile d'avoir ça, hein. Tu l'as pas dès le départ. Au début, voilà, comme on disait, tu as tendance à, enfin, t'es pas mature, tu vas
t'es inconsistant dans ton travail. Comment tu débloques ce mode de je ne me pose plus la question, je fais les choses? C'est intéressant. Le premier élément qui me vient, c'est de parler avec des gens qui ont de l'avance sur toi et de voir à quoi ressemble leur quotidien. Ça peut être à la fois d'autres prestataires comme toi, mais à la fois des entrepreneurs. Et je pense que moi j'ai eu cette chance, c'est que dès que je suis devenu freelance, je suis parti en Asie et ma première destination c'est Chiang Mai. Pour les gens qui ne savent pas, Chiang Mai c'est un hub à nomades, il y a beaucoup de business, de gens qui ont des activités à la fois freelance et entrepreneurs. Et du coup naturellement je me suis retrouvé au milieu d'entrepreneurs et tu les vois travailler en fait. Et là moi j'étais un peu tête en l'air. Eux, ils avaient leur timer à côté, ils avaient une tâche à faire et ils la faisaient. Et du coup, il y avait ce côté, bah, quand tu es freelance, tu es à la fois le chef d'entreprise, mais tu es aussi l'employé. Et tu as des moments où tu mets plus cette casquette-là et l'autre, tu mets plus l'autre casquette. Après, il y a aussi le côté un peu plus bête, je dirais pas bête et méchant, mais de à quel point est-ce que tu le veux en fait. Hmm. La dalle. How bad you want it, tu sais, les Américains, ils le Hmm. disent tout le temps, c'est un petit peu cliché. Bien sûr qu'il faut Hmm. nuancer, mais bah, si moi, le style de vie que je veux, c'est voyager, bah, j'ai besoin de gagner un peu d'argent, donc j'ai besoin de délivrer. Et, euh, et après, je dois avouer que forcément, moi, quand je me suis lancé en freelance, j'avais déjà, je pense, 26, 27 ans. J'avais un peu déjà passé ma phase de vie un peu plus petit con, même si ça reste un peu. Mais je pense que du coup, l'âge a dû jouer aussi. Si je m'étais Hmm. lancé à 21 ans, probablement que je ne serais pas arrivé aussi vite à ce côté. Bah, en fait, je suis autant un employé qu'un chef d'entreprise. Et donc, parfois, il faut faire des trucs chiants, quoi. Ouais. Tu fais du sport ou pas? Ouais, ouais. Moi, Je- je trouve que le sport, ça aide pour débloquer ce mode. Enfin, je me pose pas la question. C'est juste, je sais c'est que vrai. tous les jours, quoi qu'il arrive, j'y vais. Donc, tous les jours, j'y vais, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, bah, moi, je suis plus salle de sport, en effet. Mais, euh, Mais oui, mais après, quand j'étais un peu plus jeune aussi, que j'allais à la salle de sport, j'en tirais une certaine fierté d'aller à la salle de sport quand il pleut. Et peut-être toi, en courant, tu as aussi ce côté, à la fin, tu as cette satisfaction Hmm. de faire partie. J'ai une identité, je suis la personne qui le fait, no matter what, peu importe, tu le fais. Et du coup, effectivement, peut-être que la muscu m'a habitué à ça. Mais je pense que malgré tout, l'environnement, quand tu vas bosser dans un café et que tout le monde est en train de charbonner, bon, bah, tu fermes ton onglet YouTube et tu te mets à bosser. Et donc, forcément, je pense que c'est un mélange un petit peu de tout ça. Ouais. Ouais. Moi, je me souviens de je- mon premier job. Donc, moi, tu sais, j'ai bossé chez Live Mentor où j'étais Ouais, ouais. copywriter et je bossais donc avec Alexandre Dana qui était le patron de Live Mentor. Et donc, j'ai eu la chance de beaucoup bosser avec lui. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est le côté bulldozer. C'est, je le voyais abattre, tu vois, des tâches, mais il était en mode, Ouais, il fonçait, quoi. il enlève le cerveau, Ouais, c'est ça. et juste on se focalise. Et non, ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu vois, C'est, le mot qui me vient, c'est vraiment, tu vois, c'est bulldozer. Le mec, il démonte ses tâches, quoi. Il se pose pas la question, il se demande pas est-ce que j'ai envie de le faire ou pas. Juste, il a une liste de tâches, il la démonte. Et ça m'a marqué. Et je pense que ça m'a aidé aussi de ma construction en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'il y a besoin d'aimer LinkedIn pour publier sur LinkedIn? T'as dit que c'est pas le cas, mais ça m'intéresse d'avoir Du coup, que non. tu développes. En revanche, il y a un autre point que j'aimerais nuancer à ce niveau-là, c'est que moi, je me suis lancé il y a déjà quelques années, et du coup, à l'époque, quand tu publiais, bah, tu avais de l'engagement et tu avais de la visibilité. Alors moi, déjà, moi, à l'époque, quand je me publiais, c'était moins que les autres de visibilité, c'est-à-dire que à l'époque où moi, je faisais 2 3 000 4 000 impressions, tout le monde faisait 15 000, 20 000, tu vois. Mais du coup, peut-être que moi, ça a été plus facile, en fait, de continuer. Ça a été plus facile de se lancer, je sais pas, mais de continuer, c'était plus facile parce que les résultats étaient plus faciles et plus accessibles. Là où si je me lançais aujourd'hui et que je faisais 5 posts et ils sont tous à 250 impressions, Hmm. ça me ferait un peu plus chier. Mais du coup, non, j'ai jamais vraiment aimé. Et je pense que le moment où j'ai été le plus, enfin, depuis enfin, je me suis pas arrêté depuis le plus régulier, c'est quand tous les matins j'ai un créneau d'une heure dédié à LinkedIn. Et c'est comme ça que je fais. Et en fait, depuis, j'ai toujours été régulier. Donc, je n'aime pas ça. Je comprends que ça fait partie de mon acquisition. Enfin, aujourd'hui, ça me sert dans mon acquisition, que ça fait tourner mon business. Et puis, en vrai, il y a un peu, parfois, c'est quand même agréable le côté dopamine, notification, Hmm. etc. Validation extérieure. Donc, c'est le désagréable qui est lié à l'utile et un petit peu d'agréable. C'est un sacré mélange.
Honnêtement, si je pouvais ne pas le faire, je ne le ferais pas. Je désinstallerais LinkedIn de mon portable, j'y retournerais pas, je likerais les potes, mais clairement, je le ferais pas, en fait, je le ferais pas. Ouais. Ouais, mais moi j'ai eu un peu le même rapport que toi. J'ai longtemps regardé LinkedIn de haut en me disant ah c'est nul, c'est pas quali, c'est un concours d'ego trip. Et puis à un moment je me suis dit ok est-ce que tu veux rester dans le jugement ou est-ce que tu veux juste te dire c'est un outil business et tu l'utilises et tu te tais en fait. Et tu as un outil, il n'y a pas de charge émotionnelle à y accorder, c'est juste un C'est ça, outil qui t'aide à faire exactement. un truc dans ton business. Se distancer, se distancer. Hmm. Et c'est pareil en prospection, il y a des gens qui n'aiment pas la prospection. Pareil, Bon même sujet. bah tu trouves des personnes à prospecter, t'envoies des emails Et tu te et tais. voilà, en fait, tu vois. Et puis la première fois que tu signes un client, tu dis bon bah en fait ça marche, ça Ouais. vaut le coup et le ROI au final est positif donc t'acceptes que ouais c'est ça, tu te tais. Juste tu te tais et tu fais ce que tu as à faire. Tu faisais quoi avant de te lancer en freelance? Euh, Parcours un peu chaotique, pas chaotique de ouais, après le bac, j'ai fait fac d'histoire pour devenir journaliste. J'avais une vision idéalisée du journalisme. Ok. Très rapidement, je glandais. Donc ensuite BTS management. Puis j'ai été du coup vendeur à nature et découverte, payé au SMIC globalement. Là, j'ai eu une opportunité de bosser dans une start-up que j'ai prise. Charbon, je dirais, j'ai presque frôlé le burn-out. Enfin, je travaillais beaucoup. Le burn-out, c'est un beau mot, mais je travaillais beaucoup. Et en fait, à 24 ans, j'ai décidé de reprendre mes études de zéro. Donc, je me suis retrouvé avec des petits bébés de 17-18 ans. Leçon d'humilité, du coup, déjà à ce moment-là, de se Hmm. retrouver avec des petits gamins. Et je pense que au cours de mes études, je suis tombé sur des vidéos YouTube qui parlent du freelancing. Je suis tombé dedans, j'ai investi, je me suis formé. Et à la fin de ma M1, j'ai pris une année de césure pour me lancer en freelance à temps plein et de me dire, ok, je tente ça à fond. Et comme ça a marché, je suis jamais retourné terminer mes études. Et c'était quoi comme étude? Euh, Là, j'étais en master marketing. Ok. Marketing. Et tu me disais que t'as eu une humiliation au travail. C'est quoi Ouais. cette histoire? Ouais, donc j'étais à Nature et Découverte et on avait un directeur C'était assez où? tyrannique. C'était à Cours-Saint-Émilion, à Paris, Ok. sur la ligne Ah ok. 14. Ah oui oui. Je Euh, vois. Vers Bercy, c'est ça? c'est ça Là-bas? exactement, Bercy Village, tout à fait. Et voilà, donc on avait un directeur assez tyrannique et je trouvais que je faisais du bon travail. Globalement, faire du bon travail dans un magasin, c'est pas très compliqué, il suffit de... Enfin, dès que tu fais ton taf, tu sors du lot. Donc je suis allé demander une augmentation. Voilà, j'ai passé une heure à négocier pour obtenir une augmentation que finalement n'était même pas visible sur ma fiche de paie. Et en sortant en fait de l'entretien, j'avais vraiment le sentiment d'avoir baissé mon froc. Et il y avait un petit sentiment d'humiliation parce il en jouait, que j'étais en position de, enfin, que lui était le directeur, donc c'est lui qui avait le pouvoir. Donc il y avait un peu avait un peu un côté malsain. Voilà, en sortant, je me suis dit putain, j'ai pas aimé ce qui vient de se passer. Vraiment le sentiment d'humiliation, ouais, de sortir et de voir remonter mon froc quoi. Et je me suis dit ok, à ce moment-là, je me suis dit je l'ai pas conscientisé à ce point-là, mais je me suis dit, en fait, je veux plus revivre ça. Et je pense naturellement après, quand j'ai découvert l'opportunité du freelancing et de travailler avec qui tu veux, etc., forcément, ça m'a parlé. Je me suis dit, ok, c'est un moyen de pas revivre ça, de choisir combien à mon pricing, etc., etc. J'avais une vision bah, voilà, très idéaliste de ce que c'était le freelancing, mais voilà, c'est peut-être pas comme les autres, enfin, c'est pas super dramatique, mais à l'époque, ça m'avait suffisamment marqué pour y penser de temps en temps, encore maintenant, alors que c'était il y a une bonne dizaine d'années Hmm. maintenant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu vis ça? Tu te dis quoi? Tu te dis je quitte Paris, je pars, je pars en voyage, je me forme, je commence à bidouiller. Comment tu fais concrètement au début? Au début, tu veux dire quand je me lance en freelance ou Ouais. au début, bah, je me suis formé. Et j'ai commencé à publier sur LinkedIn quand j'étais encore en M1 en fait. Souvent je publiais mes Ok. posts pendant les amphis, etc. Sachant qu'au début, je gagnais pas mal, j'avais un petit peu de visibilité, comme je disais, c'était pas compliqué à l'époque. En revanche, mon contenu puait le débutant et donc j'avais pas de prospects. J'ai eu de la chance de signer mon premier client juste avant de terminer mon année de M1. Et donc en fait, le lundi, quand je connaissais mon année de césure, j'ai démarré ma première mission.
Donc à l'époque, c'était un message de prospection. Ce qu'on appelle au final aujourd'hui du setting, c'est qu'il y a un mec je suis allé voir dans les gens qui likaient mes posts, je suis allé sur le profil, j'ai vu qu'il avait une page de vente, je lui ai fait un loom d'analyse il m'a dit que c'était intéressant, on en a parlé, j'ai fait ma propale et ça a commencé Hmm. comme ça. Ok, ok. Et t'es resté en France ou Non, comment est-ce que c'est directement, je suis venu ce parti. truc de voyager? Ouais. Je suis directement parti. C'est un peu un risque que j'ai pris, clairement. J'avais un petit peu d'argent de côté parce que j'avais fait une année en alternance. Et donc, comme j'étais vieux et que le salaire de l'alternant dépend beaucoup de ton âge, bah, je gagnais globalement assez bien ma vie. J'avais un salaire en tant qu'alternant à 1700, je crois, plus les dimanches qui sont payés double. Et du coup, pardon. Et j'avais un petit peu d'argent de côté. J'ai rejoint ma copine qui est philippine, qui était aux Philippines. Elle a quitté son travail et après elle est devenue freelance et on a commencé à voyager à ce moment-là. On s'est posé à Chiang Mai. Donc en gros, moi ça faisait déjà un moment que je savais que je voulais partir en voyage. Ça faisait un moment que j'écoutais des podcasts. À l'époque, j'écoutais surtout Nomad Digital de Stan Leloup et son pote Ouais. Paul. Mais j'avais aussi écouté Tuk Tuk de toi et avec Et Alexis Alexis? Minja Ouais. je vivais par procuration pendant une année. Pendant un an, je me savais que je partais, que je faisais une année de césure, je tentais mon aventure. Et je vivais par procuration à ce moment-là. Et donc, en fait, dès que j'ai pu partir, je suis parti. Et j'ai eu au début, je devais aller à Bali. Finalement, il s'est avéré qu'on est parti à Chiang Mai. Et avec le recul, c'était un bon choix parce que je me suis retrouvé dans un très bon écosystème, entouré de gens de personnes très sympas qui prenaient le temps de m'aider, discuter avec moi. Donc ouais, enfin, clairement, l'un des trucs qui m'a motivé à devenir freelance copywriter, c'était le fait de pouvoir voyager. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, alors moi, pareil, j'ai été un peu biberonné à Nomad Digital et j'écoutais beaucoup quand j'étais en études. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré aussi à voyager. Alors, j'ai jamais été vraiment full time comme toi, mais j'essaie toujours de voyager au moins entre 1 et 3 mois dans l'année. Donc ça, c'est un truc que j'ai depuis 5 6 ans. Mais c'est marrant à quel point, tu vois, à l'époque, le goal, c'était vraiment aller voyager et pouvoir être libre, etc., et gagner 2000 € par mois. Là, le goal maintenant, c'est 10 000 € par mois à Dubaï, tu vois. 10 000 € rien, c'est 10 000 € C'est rien. l'inflation des promesses. Ouais. Mais un truc que tu dis, c'est à quel point c'est important. Tu sais, le digital nomadisme, là, c'est plutôt, on va dire, assez, on va dire, pas critiqué, mais c'est Ouais. moins aussi hype qu'à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, tu vas à Bali, etc. Voilà, c'est Il y a des l'espèce de clichés, surenchère. ouais, carrément. Mais, tu vois, là où je pense que c'est extrêmement important, et je pense que ton histoire le raconte bien, c'est à quel point c'est utile de t'entourer de gens qui font ce que tu veux faire. Parce que C'est quand tu te lances en tant que freelance, et que t'as pas un groupe d'amis freelance ou entrepreneurs, en fait, t'es une anomalie. Les gens se disent, mais qu'est-ce que tu fais? T'es bizarre, ils comprennent pas. T'as personne à qui en parler, t'as personne qui peut, à minimum, comprendre ce que tu vis. Et ça rajoute de la pression au fait que c'est déjà dur de base. Alors qu'à l'inverse, si t'es que avec des gens qui font ce que tu veux faire, qui t'encouragent, qui t'écoutent, qui te donnent des conseils, que tu vois bosser, en fait, tu vas 1000 fois plus vite, quoi. Et c'est c'est, c'est peut-être euh, ce que t'as vécu, quoi. ouais, carrément. Et c'est un truc qu'on entend beaucoup, le fait de se faire accompagner, d'avoir un mentor, un coach ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est encore sous-estimé l'importance. Faut l'avoir vécu pour le comprendre, malheureusement. Mais de temps en temps, quand je discute avec des jeunes copies, et juste le fait de, tu vois, quelqu'un qui te présente un positionnement, en 2 minutes, tu peux lui dire que ça va être compliqué. Alors que bah, quand tu le fais tout seul, ça peut te prendre 6 mois, 8 mois, un an avant de le comprendre. Et, euh, et en plus, souvent, quand quelqu'un t'explique, ah bah tu comprends. Et ok, bah oui, en fait, ça me paraît logique. Alors que toi, tout seul dans ton coin, tu t'as pas le recul, t'as pas la compréhension, t'as pas la granularité de ce que ça veut dire d'avoir une activité qui tourne. Et à 2000%. À 2000%, enfin, c'est un sujet. Il y a déjà, enfin, j'investis très régulièrement dans des accompagnements. Parce que je sais que le côté formation en ligne, parfois j'ai tendance à le procrastiner ou ne pas trop l'ouvrir. Et à chaque fois que j'investis, en plus, ça me met le feu au cul et ça me motive à passer à l'action. Et donc, si on regarde ma courbe de chiffre d'affaires, euh, on- tu peux deviner les moments où j'ai investi, en Mhm. fait. Tellement c'est visuel, il y a une croissance, bah en fait c'est à ce moment-là que j'ai investi, c'est à ce moment-là que j'ai investi, et, euh, et à chaque fois bah, c'est pour aller apprendre des nouveaux trucs, des déclics, etc., etc. Et c'est extrêmement important parce que mais enfin, juste des petites discussions, parfois tu as des déclics où tu demandes, ah bah toi, est-ce que ça t'arrive? Ouais, bah voilà comment je règle le problème.
et t'as réglé le problème en fait. Par exemple, le sujet des propositions commerciales, des fois je vois passer des trucs, mais ça me fait, j'attrape une syncope, c'est des red flags sur red flag. Et en fait, bah, tu vois, il passerait 10 minutes avec toi. Bah, en 10 minutes, tu lui dirais, bah écoute, là, ça va pas du tout, recommence, fais ça comme ça. Et bah, ton taux de closing, naturellement, va augmenter parce que ta propale est mieux, etc. Enfin, et là, c'est que un sujet parmi tant qui sont importants, en fait, dans une activité. Et que tout seul, bah, c'est possible. Il y a des gens, il y a Jeremy Coleman, probablement que tu connais, qui parle de réussite ordinaire versus réussite extraordinaire. Et il y a des gens, tu les mettrais tout seuls sur une île, ils y arriveraient parce qu'ils sont trop chauds, parce qu'ils ont le mindset, parce qu'ils sont déter, parce qu'ils sont prêts à bosser comme des chiens. Et puis tu as des gens ordinaires qui vont pas peut-être atteindre les 10K en 3 mois, mais en fait, bah, une fois que tu mets les bonnes actions en place, bah, ça marche. Et pour ça, bah, soit la science infuse, soit tu apprends très vite, soit il y a quelqu'un qui te montre en fait. Et ça, moi, dans mon activité, c'est vraiment ce qui m'a fait réussir. Je pense là où j'ai eu du flair, c'est de m'entourer de bonnes personnes et, euh, et, euh, et aujourd'hui, bah, tout ce qui est mon process de freelancing, mon process de copywriting, c'est en fait que des pièces prises à gauche, à droite, et j'ai construit mes frameworks à moi, mais c'est vraiment juste ce que j'ai appris à gauche, à droite, et je l'ai assemblé. Et, Ouais. et ça, enfin, c'est tellement... ouais. Ouais, mais ce que tu dis, effectivement, il y a le côté se faire accompagner, et là-dessus, je te rejoins 100%. Et puis, il y a aussi, comme tu dis, aussi juste les discussions organiques que tu as avec des personnes. Juste, tu baignes dans le truc, tu avec des gens qui te comprennent, tu es accepté, tu vois. Ta volonté entrepreneuriale, elle est normale. Et ça, juste ça, en fait, je trouve que ça rassure. Moi, tu vois, j'ai déménagé à la campagne il y a quelques mois. C'est le truc qui me manque, tu vois. C'est le truc, c'est avoir un cercle de gens voilà, qui font du business, qui entreprennent des choses autour de moi. Et c'est aussi, tu vois, je me dis peut-être que j'aurai une autre phase de vie où j'aimerais bien être dans des hubs entrepreneuriaux plus importants. Voilà. Euh, à quoi ça ressemble ton offre aujourd'hui quand quelqu'un vient te voir pour faire un lancement c'est quoi les quelques grandes pièces importantes de ton process? En termes de livrables, en termes de Ouais, livraison de prestat, ok. ouais. Bah, typiquement, moi, ce qui fonctionne, l'offre de base, ça va être un lancement, ce qu'on appelle lancement masterclass, c'est-à-dire qu'il va y avoir un événement de vente qui est un webinaire slash masterclass en direct. Et voilà, donc ça sous-entend forcément une séquence email qui invite les gens à s'inscrire en amont. Une fois qu'ils sont inscrits, ça ensuite tu peux avoir ce qu'on appelle moi j'appelle une séquence de chauffe. Donc c'est des emails qui leur teasent, qui les motivent à venir le jour J, parce que même quand les gens sont inscrits, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont venir le jour J. Et ensuite, donc, tu as l'événement. Et derrière, tu as ce qu'on appelle une séquence de vente. Ça va dépendre un petit peu soit du format. Est-ce que c'est un format porte ouverte, porte fermée? Donc, est-ce que on ouvre les portes du programme et donc tu as une durée limitée pour rejoindre? Ou est-ce qu'il y a une offre particulière pendant une durée limitée? Et du coup, enfin, l'un dans l'autre, en fait, en général, ça génère un pic de chiffre d'affaires chez l'entrepreneur. Et donc, moi, je rédige à la fois tout ce qui est la partie copywriting, donc à la fois les slides, enfin la masterclass, les séquences d'email, la page de vente si besoin. Ça va dépendre encore une fois du prix du produit. Et voilà, j'accompagne aussi donc mon client sur la masterclass. Et donc, l'idée, c'est un peu presque un lancement clé en main, sachant que je ne fais pas forcément l'aspect technique. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et donc c'est ça mon offre best-seller. Et du coup, en fonction du profil aussi du prospect, je fais aussi l'offre Done for You, c'est-à-dire que je réalise tout. Et il y a le Done with You où j'accompagne. C'est Hmm. souvent ça coûte moins cher ou enfin il y a différents critères pourquoi la personne ça coûtera moins cher. Elle veut garder la main sur le côté rédaction. Elle a envie d'apprendre. Elle a envie d'apprendre aussi. Il y a certaines personnes qui ont envie d'apprendre. Donc voilà, il y a le Done for You, Done with You. C'est mon offre phare sur laquelle je suis positionné sur LinkedIn. Euh, et comment tu factures ça? Comment est-ce que tu réfléchis à ta facturation? Est-ce que tu te dis c'est une offre packagée que je vends? Est-ce que tu essayes de te dire je prends un variable dans le succès du lancement?
Est-ce que tu raisonnes en termes de temps? Comment tu fonctionnes? C'est un prix fixe. Il y a certains cas où je propose un variable. Ça va dépendre. Il y a encore, c'est encore de certains critères. Récemment, c'est quelque chose que je fais. Par exemple, c'était un lancement qui était assez visible et l'entrepreneuse avec qui je travaillais, elle, elle investissait énormément pour ce lancement en termes de visibilité, en termes de prestataires, mais beaucoup étaient rémunérés à la performance justement. Donc là, dans ce cas-là, on négocie avec le client, on fait des projections, etc. Mais 90% des cas, ça va être un fixe, une offre packagée. Actuellement, moi, mon lancement, il est à 7000 euros. Donc, 7000 euros le done for you. Je monte le prix régulièrement. Ça, je pense que mon premier lancement avec Valentine, c'était beaucoup, beaucoup moins. Et après, je pense que les premiers que j'ai vendus après Valentine, c'était aux alentours de, je pense que c'était entre 3000 et 3005 Hmm. de souvenirs. Et progressivement, ça a monté grâce aux études de cas, grâce à la crédibilité, grâce à la qualité des prospects que j'attirais. Il y a un sujet qu'on a évoqué, c'est quel type de client peut se permettre ma presta. Il y a aussi un critère de qualité, c'est-à-dire bah, est-ce que l'entrepreneur est crédible, la taille de sa liste email, est-ce que c'est déjà une offre qui a déjà été vendue ou pas. Et tout ça, c'est des éléments qui impactent les résultats derrière. Voilà. Dis-moi si j'ai été suffisamment clair pour les auditeurs. Écoute, c'est très clair. C'est très clair. Est-ce que dans les prospects, quand on vient de voir par exemple pour ta presta, est-ce qu'il y a des red flags auxquels tu te dis, oula, ça c'est pas un bon prospect? C'est marrant parce que en début d'année, j'ai commis quelques erreurs justement. Et du coup, aujourd'hui, j'ai augmenté mon nombre de critères. C'est qu'à l'époque, j'avais un prospect qui m'avait contacté que je ne le sentais pas crédible sur son marché. Ok. C'est-à-dire qu'il voilà, il voulait, il avait une offre, mais je le sentais pas crédible. C'est-à-dire que quand je voyais son contenu passer, etc., je me disais, ce mec-là n'est pas crédible, je ne lui fais pas confiance en fait. Et je me suis dit, ok, je sortais de quelques lancements qui avaient cartonné, et du coup, j'avais un peu pris la grosse tête, et je me suis dit, je vais pouvoir élever, l'élever lui et son offre grâce au copywriting slash marketing. Et ça s'est planté complètement. Et donc voilà, il y avait ce côté-là de, en fait, il n'était pas crédible, mais aussi lui, quand je lui demandais de faire des tâches au début de la mission, il faisait vraiment le strict minimum, c'est-à-dire qu'il me balançait 10 pages de chat GPT, il faisait pas le tri, il Ouais. faisait pas, enfin, et du coup, il y a du coup ce critère un petit peu humain de, bah, juste être minutieux peut-être. Et en fait, quand quelqu'un me semble pas crédible, je vais pas pouvoir et donc ça, c'est un peu des red flags que j'ai découvert en début d'année justement en début d'année, sans compter tout ce qui est un peu critère plus business, c'est-à-dire que moi, si je veux euh, que la prestation soit très rentable pour mon client, bah, faut que j'ai des effets de levier. Donc la taille de son audience, la taille de sa liste email, etc. Plus sa taille de liste email est petite, plus le prix doit être élevé. Typiquement, j'ai déjà eu une cliente où elle avait une Le prix du liste email. produit qu'elle vend, c'est ça? Enfin, C'est ça ouais. exactement. Pour que ça soit bien clair, j'ai déjà eu des lancements où le prix était, la liste email était à moins de 1000 emails, donc pas, pas très grande fondamentalement. Par contre, le prix était très cher, la liste était très qualifiée, et donc derrière, on vendait des offres à 5000 euros. Bah forcément, tu n'as pas besoin de faire énormément de ventes, et on a fait un très joli lancement avec cette cliente. Voilà, donc Mm. c'est des critères, moi, que j'ai pour définir si le client sera rentable, à quel point il sera rentable. Et après, il y a des critères humains, voilà, s'il n'est pas crédible. Par exemple aussi, si c'est une nouvelle offre, moi, c'est quelque chose qui est plus risqué et j'essaie de si c'est un client qui lance une nouvelle offre, il veut lancer une nouvelle offre, bah, je vais bien prendre le temps de lui expliquer que c'est plus risqué et que du coup, moi, il y a moins de... Déjà que à l'époque, je donnais des garanties, maintenant, j'apporte justement plus de garanties depuis ces quelques leçons d'humilité. C'est que, bah, en fait, voilà, c'est plus risqué. Moi, je vais faire tout mon possible, on va émettre des hypothèses, mais il y a une marge d'erreur, il faut que tu l'acceptes. Donc ça, par exemple, sur un nouveau produit, bah, je vais moins avoir tendance à vendre le done for you, le gros package, parce que, en fait, moi, derrière, bah, c'est aussi j'allais dire mon autorité, mais ma réputation que je mets en jeu, et donc Mm. forcément, je veux la préserver. Il y a besoin d'éduquer les clients, surtout que moi, dans mon contenu LinkedIn, souvent je passe des carousels à l'étude des cas avec des gros chiffres, avec des jolis chiffres, et forcément dans le contenu LinkedIn, tu peux pas aller, Ça attire. t'as pas cette, tu peux pas aller dans cette profondeur, dans cette nuance, et forcément même en tant que créateur de contenu, prestataire, t'as pas intérêt à nuancer tes résultats. Du coup, il faut vraiment que j'éduque le prospect derrière, dire bah voilà, j'ai fait X milliers d'euros avec lui.
ça veut pas dire qu'on va faire X millions d'euros ensemble. Parce qu'il y a plein de choses que toi, t'as pas vu, que lui a, comme acquis business, que toi, t'as pas aujourd'hui. Du coup, ça serait se voiler la face. Hmm. Ce que je trouve à la fois très intéressant dans ton modèle, c'est que tu apportes un ROI direct à ton prospect. C'est Ton ça. prospect ne se demande pas qu'est-ce que ça va apporter. Je vois, pareil, on parlait un peu des illusions. Il y a beaucoup de freelances qui ont l'illusion qu'ils vont pouvoir faire un travail, mais bon, si ça apporte pas un impact réel pour le prospect, c'est pas très grave, tant pis, tu vois. Non, toi, tu apportes un ROI, donc je trouve ça à la fois très bien, mais aussi très difficile, parce que du coup, c'est plus C'est exigeant, ça pardonne pas. Le prospect, il t'attend en tournant. Si tu c'est ça. délivres pas, il va pas être content. Et comme tu le dis, tu vois, il y a beaucoup de variables dans l'équation que toi, tu maîtrises pas. C'est Son ça. audience, sa crédibilité. Donc effectivement, comme tu dis, je pense que tu as un vrai enjeu de bien choisir tes prospects, de bien les filtrer. Après, ça fait partie du jeu. C'est Tu ça. seras pas 100% des missions vont bien se passer, mais ouais, plus tu avances et plus je me dis que tu dois dire, ok, je dois bien choisir mes prospects, quoi. Plus je monte mes prix, je dois parfois refuser des gens ou les renvoyer vers des prestats un peu moins chers parce que c'est risqué. Forcément, quand quelqu'un sort un gros chèque, il a des attentes. Et non, non, c'est clair. Et puis, tu es un peu stressé, forcément, en tant que prestat. Mm. Il y a le côté événement, masterclass. C'est plus stressant qu'on va dire qu'un copywriting email classique. Mais c'est quelque chose que j'ai accepté et qui fait Ouais. partie de mon activité aujourd'hui. Une question que je trouve intéressante, je sais pas si tu as la réponse, mais tu vois, moi pareil, l'un des trucs que j'essaie de transmettre aux gens que j'accompagne, aux élèves que j'accompagne, c'est l'importance d'être connecté aux enjeux business du prospect. Ouais, Donc toi, effectivement, enfin du client. Toi, dans ton cas, c'est évident parce que tu fais de la page de vente, mais même quand tu fais du LinkedIn, même quand tu fais du blog en l'occurrence, tu as un impact sur le business du client. Euh, Est-ce que tu as une idée de à peu près combien ton client doit générer de chiffre d'affaires pour rentabiliser sa presta? Quand il paye 7000, combien lui doit faire pour qu'il se dise ok, c'est bon, c'était rentable pour moi? Parce que t'es pas son seul coût, j'imagine. ouais, s'il y a une personne pour l'intégration, il y a aussi Quelqu'un qui fait parfois des ads, j'imagine. ça, ouais, ça va dépendre un petit peu du client. Quand tu fais des ads, le budget ads, Hmm. s'il y en a. Euh, Mais il faut au moins qu'il et, fasse 3 fois, 4 fois, ça, 5 fois, j'allais dire j'imagine. 3 fois. Le minimum en dessous de 3 fois, c'est clairement une déception. Et parce qu'en plus, malgré que je décharge une bonne partie de la charge mentale, le client est très investi. Il prend du temps quand même. Et ça a aussi de la valeur forcément parce que c'est un arbitrage, c'est-à-dire que le temps qu'il a passé sur le lancement, il n'a pas passé à créer du contenu, il n'a pas passé à faire d'autres choses qui auraient pu faire avancer son business. Donc oui, en dessous de x3. En gros, ouais, je pense qu'à x3, c'est à peu près even parce que derrière, en soi, le lancement, il peut le refaire quelques mois plus tard et il refera un ROI derrière. Enfin, il Hmm. refera du chiffre derrière. Et du coup, au cumulé, ça devient très rentable. Mais c'est vrai que oui, en dessous de x3, je dirais pas que c'est pas intéressant, mais Ouais. probablement que tu avais d'autres investissements à faire qui auraient été plus judicieux. Comment est-ce que tu juges l'évolution du marché depuis 3-4 ans que tu es sur le marché? Est-ce que c'est plus dur de vendre ses prestats? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que les clients ils ont des besoins différents? Est-ce qu'ils sont plus matures? Comment tu juges l'évolution? C'est intéressant et je suis curieux d'avoir ton point de vue dessus parce que malgré le fait que j'ai des prospects, etc., enfin, je suis plus qu'un petit poisson dans une grande mare. Je dirais que la sensation a posteriori, c'est que l'IA, elle a supprimé beaucoup des mauvais clients. Des clients qui Hmm. seraient allés voir de petits copywriters Intéressant. et qui n'avaient pas beaucoup de budget, qui étaient un peu chiants, etc. Maintenant, ils utilisent l'IA parce qu'ils disent, bah, en fait, parce que souvent ils disaient, bah, enfin, je vais faire mieux moi-même, en fait, presque, c'est presque ça. Certains clients ont un peu cette attitude-là. Donc j'ai l'impression que j'ai moins ces petits budgets qui me contactent et les gens qui me contactent, du coup, sont un petit peu plus éduqués sur ce que c'est le copywriting, clairement, sur le vrai ROI que ça peut apporter. Je pense qu'au début de mon activité, et peut-être c'est moi aussi qui communiquais de cette manière-là, j'avais des gens un petit peu déconnectés de la réalité qui pensaient. Il y a eu une phase sur LinkedIn où beaucoup de copywriters publiaient et vendaient le copywriting comme le remède contre, contre la mort, Ouais, contre la maladie, contre tout. Et il ouais, y a ouais. beaucoup de prospects qui me contactaient, limite, qui attendaient que je sauve leur business avec le Hmm, copywriting. Bah, je devais sauver la mauvaise offre, je devais sauver la mauvaise audience, je devais sauver tout. hmm. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas.
Sachant qu'après, moi, forcément, je suis spécialisé sur une presta de lancement. Donc, c'est pas monsieur, enfin, c'est pas tous les pecnos qui veulent faire des lancements. Il y a ce sujet. Donc, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu polarisé. Il y a moins de place. Je me dis que si aujourd'hui j'étais copywriter débutant, sans toute cette expérience, ça serait probablement très compliqué. Parce que quand t'es pas cher, t'es en concurrence avec l'abonnement Claude Mm. à 30 euros par mois Ouais. et les templates que tu peux trouver à gauche à droite de Mm. copywriting ou de post LinkedIn à quelques dizaines, centaines d'euros. Et donc ça, c'est assez compliqué. En revanche, j'ai pas mal quand même de prospects assez qualifiés. Euh, je pense que l'IA, voilà, a drainé tous les mauvais prospects. Et que malgré tout, en fait, LinkedIn, je, et, en fait, LinkedIn, c'est un écosystème qui est un peu en retard sur l'écosystème entrepreneurial. Moi, je vais parler surtout infoprenarial. Par exemple, les formateurs sur Instagram, ils sont beaucoup plus matures d'un point de vue business. Et LinkedIn, j'ai l'impression que la plateforme, d'un point de vue de ses outils, mais d'un point de vue de ses créateurs aussi, il y a moins d'expérience, il y a moins de cette maturité, etc. Là où le setting, par exemple, il y a 3 ans, tout le monde le faisait déjà sur Instagram, bah, c'est quelque chose qui s'est popularisé au cours des 2 dernières années. Et, Mm. euh, donc voilà, donc c'est un peu ça mon... Je sais pas si au final j'ai beaucoup parlé, je sais pas si j'avais bien répondu à la question, Si, mais si, t'as bien répondu. Moi, je te rejoins sur le fait que, en fait, l'IA, ça a grignoté la partie basse du marché où avant, tu allais chercher un copywriter pas cher qui allait te ouais, bricoler un lancement. Maintenant, tu vas le voir, tu veux le faire avec Claude ou avec ChatGPT. Donc, euh, donc ça, je te rejoins à fond. Et est-ce que tu as l'impression que, tu sais, la rengaine qu'on entend tout le temps, c'est ah, il y a trop de copywriters, il y en a partout sur le marché, et la concurrence, elle est énorme. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a plus de concurrence maintenant qu'il y a 2 ans? Est-ce que tu as l'impression que euh, comment tu juges le niveau global des copywriters? Ça, c'est une autre question que je trouve intéressante. Il y a peut-être, c'est moi, mon avis, après je t'ai parlé, c'est ouais, qu'il ouais. y a beaucoup plus de copywriters, mais il n'y a pas forcément plus de bons copywriters, j'ai l'impression. C'est je vais faire attention à comment je vais m'exprimer pour pas être condescendant et pas être trop dur. Mais effectivement, alors autant quand moi je me suis lancé, ça a été la première vague de copywriters, justement tous les copywriters sur LinkedIn. Énormément se sont arrêtés, beaucoup sont devenus ghostwriters justement, probablement parce qu'il y avait plus de demandes pour ça. Beaucoup ont pivoté. Il y a Victor Pelletier Mm. que tu connais bien, etc. Il y en a beaucoup, enfin c'était la même vague un petit peu de copywriting. Et là, récemment, en fait, il y a quelques formateurs en copywriting qui ont bombardé les ads comme pas possible au cours de ces dernières années, qui ont pondu des centaines, en tout cas l'impression que ça me donne des centaines de copywriters, et ça a été produit à la chaîne, quoi. C'est vraiment copier-coller, copier-coller. Et effectivement, mais encore une fois, moi je vois beaucoup de copywriters de l'écosystème LinkedIn. Donc ça reste qu'un aperçu du marché, mais le niveau est assez faible. Pendant longtemps, par exemple, j'ai cherché autour de moi des copywriters sur LinkedIn qui avaient une bonne visibilité pour m'inspirer, parce que parfois t'as pas d'inspiration, et j'ai toujours eu du mal à en trouver. Il y en a quelques-uns que je vois, mais il y en a pas tant que ça en fait. Il y en a que, et du coup, je ne dis pas que être bon sur LinkedIn veut dire être bon copywriter, mais Mm. déjà, ça démontre une compréhension des codes sur LinkedIn, d'être capable de Oui, rédiger des accroches qui sont intéressantes, etc. oui. Et du coup, déjà ça, c'est pas ouf. Et puis, tu vois, souvent les gens like tes posts, du coup tu vas voir leur profil et tu comprends que le niveau est assez faible en fait. Il y a la théorie, ils connaissent la théorie, mais ils n'arrivent pas à appliquer la théorie et encore moins euh, l'assimiler pour l'adapter à la réalité de rédaction. Je ne sais pas si j'ai compris. Il y a la théorie, la comprendre et l'assimiler pour pas juste remplir un template en fait. Et je vois Ouais. très peu de copywriters effectivement vraiment assimilés de ce que c'est le copywriting et de quelle forme les différentes formes que ça peut prendre. Ouais, ouais, bah, ça m'inspire plusieurs choses que tu dis. Je pense qu'on se rend compte aussi que c'est peu importe ton métier, que tu fasses du copywriting ou autre, mais le vrai game, c'est ce qu'on disait au début, c'est tu vas être discipliné, faire les choses, être rigoureux. Et rien que là-dessus, tu perds beaucoup de monde en chemin. Ouais. Et Parce que c'est difficile, il faut le dire. Hein, tu sais, c'est pas, enfin, en tout cas, c'est pas facile. Ça demande du taf. C'est pas un truc facile. C'est pas un hobby. C'est un job que tu dois prendre au sérieux. Faut que tu sois là tous les jours. Faut que tu publies tous les jours. Et ça, juste sur cette étape-là, qui est un peu l'étape fondamentale pour moi, tu perds déjà beaucoup de gens en chemin.
C'est clair. Et là, ça me fait penser à un parallèle. C'est un peu à la fac. En L1, bah, Ouais. t'as tout le monde à la première semaine. Et déjà, dès la fin de la L1, t'as moitié du monde qui arrête. Et en L2, etc., ça filtre. Et en fait, en L1, bah, du coup, à la fac, souvent, t'avais des mecs qui ont vu de la lumière et ils sont inscrits sur post-bac et ils ont demandé un truc. Hmm. Et il y a un peu ce côté-là sur LinkedIn, bah, enfin, sur le copywriting. Bah, tiens, je vais devenir copywriter. Non, tu ne viens, enfin, je sais pas comment le dire, mais ça paraît évident et quand on le dit et quand on le formalise, mais non, tu ne viens pas copywriter comme ça en fait. Oh tiens, je vais devenir copywriter. Non, c'est une carrière, c'est un Hmm. métier et Hmm. c'est un business à faire tourner. Donc ouais, non, non, c'est clair. Et il y a un autre sujet, je pense, qui est assez sous-estimé, c'est le point de vue, mais ça c'est le point de vue freelancing et pas forcément juste le copywriter. C'est le service client en fait. Je le répète et je le sens de plus en plus avec le temps, c'est que vaut mieux être euh, moins bon copywriter et excellent service client que Ah l'inverse. ouais, En tout cas, si clairement. tu veux avoir une activité pérenne et des recommandations, etc., etc. Et ça, je pense qu'on le comprend, soit on le comprend jamais, soit on le comprend que trop tard. C'est que, en fait, et pour ça, moi, le déclic moi, le jour où j'ai le déclic, en fait, c'est quand j'étais dans la startup, à un moment, on avait des stagiaires. Et du coup, je me suis retrouvé du côté manager, entre guillemets. Et du coup, je me suis rendu compte que parfois, il y a des stagiaires, bah, il va t'envoyer une question toutes les 15 minutes au lieu de te demander est-ce que dans une heure, tu as 15 minutes pour qu'on traite toutes mes questions. Il y a des gens qui vont chercher la réponse avant de te poser la question. Et donc, ça, c'est le côté un petit peu. Probablement que moi, quand j'étais salarié ou stagiaire, au début, bah, j'envoyais des notifs Slack à mon manager toutes les 15 minutes au lieu de lui dire est-ce qu'à 15 heures, tu as 30 minutes pour répondre à toutes mes questions? Et ça, c'est tout un ça m'a fait un shift de mindset. Et du coup, aujourd'hui, bah, quand je travaille avec un client, j'essaie d'anticiper ses besoins. Au final, j'essaie de manager mon client. Mais encore ça, c'est qu'un aspect du service client. Et du coup, je pense que les copywriters ont très mauvaise réputation auprès de tous mes clients en fait, bah, ils tiennent jamais les deadlines, ils communiquent pas, et tu dois les relancer, il y a des fautes dans tous les sens, etc., etc. Et moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. En revanche, il y a une manière de gérer ce genre de situation au niveau du service client, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, manque énormément. Et alors que c'est La base. ça fait la différence en fait. Même la base, c'est très clair. Mais du coup, comme beaucoup de gens n'ont pas la base, bah, c'est ça qui va faire la différence. Hmm. Euh, Clairement, aujourd'hui, un client, il a le choix entre deux copywriters. Il y en a un qui est un petit peu meilleur, qui apporte plus de résultats, mais l'autre est beaucoup plus facile à manager, il est plus organisé, etc. Sans réfléchir, dans 100% des cas, le client va partir sur le mec qui est moins bon en soi, mais qui est juste plus simple à manager, quoi. Ouais, moi je l'ai vu dans toutes mes expériences, aussi bien en freelance, là, les accompagnements que je donne même en tant que salarié, tu vois. Juste être fiable, quelqu'un sur qui tu peux compter, où quand on te donne une tâche, tu vas la faire en temps, en heure et comme c'est demandé. Rien d'exceptionnel, rien d'extravagant, rien, on ne demande pas d'être un génie, C'est un génie, juste c'est de clair. faire ce que tu dis. Et juste là-dessus, effectivement, ce premier test de fiabilité, bah, il y a beaucoup de personnes qui échouent à ce test-là et qui, je leur jette pas la pierre, mais effectivement, c'est une attitude qui consiste à prendre les choses un peu à la légère et à voir ça comme un hobby. Ah, c'est un petit truc le copywriting. Non, non, c'est un vrai job, c'est une vraie carrière comme tu dis. Et un autre truc, c'est effectivement, tu disais, c'est pas les meilleurs copywriters qui vont le plus loin. C'est pas les meilleurs techniciens du mot ou de la copie. C'est ceux qui, comme tu dis, toi, tu insistes sur le SAV client. Moi, j'insiste beaucoup sur l'acquisition client, en fait. Le Oui, nerf de la guerre et le juge de paix, c'est c'est un... à quel point tu arrives à avoir des clients et à quel point tu mets des efforts, tu mets de l'énergie et à quel point tu comprends que c'est important. Et là, il y en a plein aussi qui, entre guillemets, se bercent un peu d'illusions et le prennent pas assez au sérieux. Bien sûr, alors bien sûr, l'acquisition, c'est le premier élément, le premier effet de levier. C'est clair. Mais là où peut-être si tu as un bon service client, tu vas pouvoir, je dirais pas Ouais. ralentir, mais tu vas avoir plus en plus de recommandations. Et c'est toujours plus facile de closer un client, un prospect, si tu as été recommandé, que de prospecter ou de créer du contenu sur LinkedIn. Et du coup, tu crées un effet boule de neige. Mais bien sûr, oui, ouais, bien sûr. Enfin, tu peux monter tes prix et Ouais. tu as des éléments de crédibilité. Tu as le choix entre tes prospects et donc tu as le choix sur tes clients et tu décides avec qui tu vas être assimilé. Enfin, et moi aussi, parfois, il y a des clients que je prends parce qu'ils ont un branding.
de quali et j'ai envie d'être assimilé à ces gens-là. Et, euh, moi, je t'avais prospecté plus tôt dans cette année. Il y avait un peu aussi ce côté-là. Bah, Valentin, il a cette approche-là. Il n'est pas dans cette image de Dubaï, etc., etc. Il est dans sa petite maison de campagne. Voilà, c'est le genre de gens à qui je veux être assimilé. Mm. Et du coup, enfin, c'est une autre réflexion de est-ce que moi, je suis une personne à qui on va être assimilé? C'est une autre Mm. réflexion en termes de branding, en Mm. termes de création de contenu. Et là, encore une fois, c'est adopter une approche professionnelle du contenu, de bah voilà, l'image que je renvoie, est-ce que j'ai envie que les gens soient assimilés ou pas avec moi? Et voilà, si j'avais da- publié des dingueries sur LinkedIn, tu ne m'aurais pas envoyé de message parce que tu dis, je veux pas avoir cette personne-là dans mon podcast parce que voilà, tu vas être Ouais. assimilé, etc., etc. Et bref, c'est Ouais. encore un sujet. Non, mais c'est super intéressant. Et un truc sur lequel je veux rebondir aussi, c'est que tu disais, il y a beaucoup de copywriters qui se sont reconvertis en ghostwriter. Ouais, Et c'est un point qui est intéressant et j'ai une petite théorie là-dessus et tu me diras si, ce que tu en penses. C'est que quand tu fais une formation sur le copywriting pur, il y en a plein en France, je ne vais pas en citer, mais voilà, il y en a plein. En fait, tu vas essentiellement te former sur de l'email de vente et de la page de vente. ouais, Et c'est donc clair, ça veut dire que, bah, grosso modo, tu te cantonnes à bosser qu'avec des infopreneurs. c'est ça. Parce que c'est uniquement ces types d'acteurs qui vont déployer ce type de format. C'est très bien en soi, il n'y a pas de souci. Sauf que ça reste un type d'acteur assez particulier. Tu vois, il faut aimer le game infopreneur. Si t'aimes pas ça, en fait, t'es formé sur un truc que t'aimes pas. Et moi, j'en vois plein. Et ce qui est dur, c'est que quand tu te lances, tu te rends pas compte de ça. Tu dis, ah bah oui, allez, copywriting, j'y vais. Sauf qu'en fait, on te met dans un tunnel. Et sans même t'en rendre compte, tu te prives de plein de trucs que tu pourrais faire et tu ne fais que du copywriting pur. Et, euh, et c'est pour ça que le ghostwriting, ça a été une porte de sortie Très clair. assez intéressante là-dessus. C'est que tu peux bosser avec des clients beaucoup plus variés. T'es plus Exactement. uniquement dans le copy, la vente pure, qui est pareil, qui est un truc auquel les gens veulent pas forcément faire. Et moi-même, tu vois, au début, j'ai eu des phases. Au début, je me suis défini comme un copywriter. Et puis après, je me suis dit, ah, mais faire que de la vente pure, c'est quand même assez restrictif. Et donc, plutôt créateur de contenu, tu vois, j'ai eu des phases. Mais c'est pas évident, tu vois, et toi, tu l'as accepté. Tu t'es dit, ok, moi, je prends à fond le créneau copywriting et tu vas à fond et tu l'embrasses, quoi. Complètement, je pense qu'il y a déjà un sujet effectivement que les gens, il y a pas mal de personnes qui étaient, par exemple, comme moi, positionnées en copywriter page de vente. Et en fait, le besoin en page de vente, déjà, on idéalise la page de vente quand on est copywriter parce que c'est ce qu'on a appris. Donc, on doit se convaincre que c'est Mm. essentiel, alors que c'est pas du tout essentiel à la quasi-totalité du business. Ensuite, c'est pas du tout récurrent, alors que le ghostwriting, bah, souvent, si tu fais du bon travail, c'est récurrent, etc., etc. Et du coup, effectivement, et du coup, il y a le copywriter, malgré tout, tu as quand même un sujet de ROI. Là où le ghostwriter, c'est un petit peu moins, je pense. Après, ça dépend du positionnement de chacun. Il y a un peu plus, il y a parfois du branding, de la visibilité, ce genre de choses. Et du coup, c'est peut-être plus facile aussi à tenir en termes de promesses, formelles ou informelles. Mais clairement, clairement. Et effectivement, en fait, là, en regardant, enfin, toi, c'est des sujets que tu évoques régulièrement, c'est que quand tu rédiges des emails et pages ventes, tu te cantonnes à une partie marché. Et clairement, aujourd'hui, moi, je suis sur une partie concurrentielle pour les copywriters, le côté Mm. infoprenarial, formation. Et je ne sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir. Dans, avant le podcast, tu m'as envoyé un questionnaire, etc. Et du coup, je pense qu'il y a une question, à un moment, j'ai répondu, comment est-ce que tu as réussi ou comme ça, il y a le facteur chance, en fait, il y a le facteur chance. Je ne sais pas trop comment je m'en suis sorti, je pense que j'ai publié comme un débile et j'ai eu un petit peu de chance, j'ai eu cette opportunité de Valentine, j'ai fait du travail correct et ça a bien marché. Et du coup, je pense que du coup, pour essayer de ne pas me répéter, c'est que comme le niveau n'est pas très élevé, dès que tu fais un travail correct, que tu es relativement sympa avec tes clients, et donc si tu fais un service client, tu sors un petit peu du lot. Et dès que tu publies du contenu correct, bah ça marche. Et oui, effectivement, moi j'ai embrace un peu le côté vendeur parce que là où je pense que sur l'éventail du copywriting, d'un côté, tu as un peu plus un aspect littéraire slash Mm. plume, être une plume, et de l'autre Mm. côté, tu as l'aspect plus marketing. Et moi, j'ai toujours été un peu plus du côté vente, marketing. Et je pense que c'est pour ça que moi, ça me dérange pas d'écrire des mails de vente, des textes de Mm. vente, parce que je me suis jamais défini comme une plume, comme quelqu'un de littéraire. Mm. Je pense que du coup, j'ai plus d'affinité avec ça. Ouais.
Euh, Tu disais, je me demande pourquoi est-ce que moi ça a bien marché pour moi. Tu parlais de la chance. Je pense que l'un des ingrédients, et je veux bien que tu m'en parles aussi, c'est t'as pris et tu prends très au sérieux l'acquisition client. Tu me Ouais, disais 1 heure de LinkedIn par jour. Déjà, juste un truc, c'est même si tu fais n'importe quoi, je pense que si tu publies tous les jours sur LinkedIn, au bout d'un moment, il se passe un truc. Tu vois. c'est clair. J'aime bien dire, c'est déraisonnable que personne te contacte jamais et que personne veut bosser avec toi. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ton acquisition? C'est quoi un peu les piliers? Comment tu y réfléchis? Qu'est-ce que tu mets concrètement en place? Moi, clairement, depuis ce lancement avec Valentine, c'est clairement LinkedIn. Déjà, avant, j'avais des opportunités à gauche, à droite, mais du coup, depuis cet élément de crédit, en fait, il y a le nouveau positionnement et je pense les éléments de crédibilité. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai eu Valentine, j'ai poncé l'étude de cas. Je l'ai vraiment, sous tous les angles, je l'ai vraiment publié. Et du coup, depuis, j'ai pas vraiment arrêté. Donc, autant l'année dernière, c'était très facile et je faisais que du LinkedIn et ça me générait largement suffisamment d'opportunités. Autant cette année, sur la deuxième partie d'année, j'ai senti un ralentissement en termes d'opportunités. Le réseau a pris le relais, mais clairement, en termes d'opportunités full inbound, donc des gens qui me contactent comme ça, qui remplissent mon questionnaire pour bosser avec moi, il y en a eu, j'ai senti le ralentissement. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est quelque chose que je savais que je devais faire depuis un moment, et du coup là, ça m'a un peu poussé. C'est juste commencer à faire ce qu'on appelle du setting. Alors attention, moi, c'est vraiment très basique. C'est que je regarde les gens qui visitent mon profil, qui commentent, like mes contenus, et j'essaie de démarrer une conversation. Et encore là, j'ai une approche très, je dirais presque frontale. C'est que quand quelqu'un qui est dans ma cible m'envoie un message, non, visite mon profil, j'envoie une demande de connexion avec un petit message de salut. J'ai vu que tu as visité mon profil, tu es un peu dans ma cible, donc je me sens obligé de t'envoyer un message. Est-ce que tu as des enjeux de copywriting? Hmm. Et les gens, soit ils me disent ouais, totalement, et ça démarre la conversation. Et il n'y a pas de faux semblant de je tape la discute Hmm. pour devenir ton pote. Et si les gens n'ont pas d'enjeu, ils me disent il n'y a pas de souci. Et peut-être ils répondront ou ne répondront pas à moi. Donc il y a un peu ce côté-là. Ça m'arrivait aussi régulièrement, de temps en temps, de prospecter. Et ce que j'ai noté, c'est que je prospecte uniquement quand j'ai un unfair advantage. C'est-à-dire que soit j'ai une mise en relation, c'est-à-dire que, par exemple, un exemple, c'est que si dans un mois, je vois un formateur avec qui j'ai envie de bosser, et je vois qu'il est intervenu dans ton podcast ou que tu l'as Hmm. rencontré, je vais dire, bah tiens, salut Valentin, est-ce que tu pourrais me faire une petite mise en relation? Ou alors, si j'ai déjà bossé avec un client, dans mon mail de prospection, je vais name dropper le client clairement. Et donc, par exemple, si j'ai déjà bossé avec quelques personnes dans l'investissement perso, bah, s'il y a un gars en investissement perso que j'ai envie de prospecter, bah, je vais clairement name dropper toutes les personnes qui sont reconnues sur le marché et ça me donne clairement un avantage, soit mise en relation, soit j'ai des éléments de crédibilité sur ce marché-là. Soit voilà, c'est ça, soit je bossais avec un de ses Hmm. potes, etc. Donc c'est dans ce cas-là où je vais prospecter euh, quand c'est facile. Quand c'est facile. Ouais. Tu dirais que tu dédies combien d'heures par semaine à ton acquisition client? Euh, À la louche, hein. Ouais, non, non, carrément. Bah, en fait, moi, je travaille pas énormément, mais je pense une dizaine d'heures. Même peut-être, probablement plus si on compte les appels de prospection, appels de vente, etc. Je pense que fondamentalement, ça doit être entre 30 et 40% de mon temps. Si je suis complètement transparent, enfin, si j'arrête de me voiler la face, il y a probablement 30-40% de mon temps sur l'acquisition, en incluant le temps de LinkedIn, en incluant LinkedIn. Et ouais, ouais, je pense que 30-40%, c'est le sweet Ok. spot. Ça, t'as un effet boule de neige, de l'élément de crédibilité qui se construit, et ça te permet d'avoir toujours un coup d'avance sur le planning. T'es à l'aise de nous parler un peu de ton évolution de ton chiffre d'affaires depuis le Ouais, début? carrément, carrément, carrément. Il y a mes premiers 6 mois où sur 6 mois c'était un peu compliqué, mais au début, enfin non, j'avais des missions en permanence, mais j'étais très long dans le delivery. Donc une mission qui devait me prendre un mois me prenait 2 mois, donc forcément en termes, enfin le ROI, le taux Ouais. horaire La était rentabilité, ouf. ouais. Ouais. Je pense qu'en 6 mois j'ai fait 10-11K, un truc comme ça sur le premier mois. Ma première année complète, j'ai fait 36, je pense. Et ensuite, on arrive à l'année dernière où j'ai fait x2, je suis arrivé à 70. Et cette année, j'espérais atteindre 90, mais je pense que je serai plus autour de 80, de 80 en fin d'année. Ok. Ok, trop bien. Bravo déjà, c'est cool. Et je note, hein, vraiment, moi c'est l'un de mes combats, mais tu fais 80 000.
et tu dédies 30 à 40% de ton temps à l'acquisition client. Ouais. Que ça, il y a aussi cette croyance de ça y est, une fois que j'ai mes clients, c'est bon. Je me Tu vois, vois, je ça va me vois, tourner. je me vois jeune copywriter me disant, d'ici 1 ou 2 ans, les gens vont se jeter à mes pieds pour travailler avec moi, tu vois. Il y avait vraiment ce côté-là, en fait, au bout d'un moment, les gens vont me supplier de travailler avec eux. Or, c'est pas le cas. Il y a des gens qui sont vraiment, enfin, l'avantage du contenu et du réseau, c'est qu'il y a des gens, ils sont convaincus. J'ai le cas d'une connaissance à nous deux que tu connais aussi, Léa Klaus. Léa, je lui ai fait ma propale. À la fin, elle m'a dit, t'aurais pu me donner le prix directement, j'aurais dit oui, parce que elle m'avait vu faire le lancement de Valentine justement, et que du coup, elle avait décidé qu'elle voulait travailler avec moi. C'est pas le cas pour tout le monde, mais enfin ça, c'est un des avantages. Mais non, clairement, c'est pas ça la réalité. Il y a des copywriters aussi qui travaillent avec des agences, et du coup, enfin, les agences juste délèguent le boulot de Ouais, copywriting, et à ce moment-là, tu fais pas d'acquisition. C'est bon bien pour se faire les dents. Si à un moment tu veux voir d'autres choses et juste te payer mieux, ça a rapidement des limites. ouais. Ça peut être Mais dangereux aussi parce que tu dépends ouais, c'est d'un gars clair. qui t'amène du business, quoi. On est pas. Euh, comment tu comment tu vis ce besoin perpétuel de faire du chiffre, de faire des ventes? Que tu sais, t'as beau bien facturer aujourd'hui, et ça ne garantit pas que dans 3 mois tu vas bien facturer. Il faut Non, tout le temps que tous les matins que tu remettes ton bleu de chauffe. Comment tu vis ça? En plus, Ouais. particulièrement dans mon cas, c'est comme je le disais, ma presta phare, Mm. c'est une presta one shot. Même si j'ai d'autres clients où je fais du récurrent, j'ai d'autres demandes, etc., bien évidemment. Mais effectivement, une bonne partie de mon chiffre d'affaires, tiens, d'ailleurs, je ferais que je le mesure combien mon chiffre d'affaires vient de cette offre lancement sur l'année. Mais oui, c'est une presta one shot. Et honnêtement, je le vis assez bien. Je le vis assez bien pour diverses raisons parce que je sais pas, ça me dérange. Enfin, j'ai vraiment cet état d'esprit un petit peu d'être débile et de juste faire ce qu'il y a à faire. Et du coup, ça me J'aime dérange bien. pas enfin, de continuer parce que la même chose, la salle de sport, si j'arrête, bah, je vais perdre mes résultats, donc je dois continuer. Ça ne me dérange pas. En fait, j'ai une vie que j'aime bien, j'ai une activité que j'aime bien, avec des clients que j'aime bien. Ça ne me dérange pas de continuer. Peut-être qu'un jour, ça me saoulera et il faudra que je me pose des questions à ce moment-là. Mais non, enfin, c'est la vie Tu que j'ai l'embrasses, quoi. décidé. Ouais, c'est ça, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Il y a son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Et les avantages aujourd'hui surplombent largement les inconvénients. Donc, je continuerai tant que ça sera le cas. Et comme je disais, Ouais. en plus, je gagne bien ma vie. Honnêtement, moi, je me vois à Nature et Découverte, donc tu es payé 1 200, 1 300 par mois. Les seules perspectives d'évolution que tu as, c'est de devenir directeur de magasin. Donc, tu dois quand même gagner 3 000, entre 3 et 4 000 peut-être, mais t'as pas de vie. Tu sacrifies tous tes dimanches, tu sacrifies tous tes samedis, etc. Et donc, là, à ce moment-là, je me suis vu me dire, rationaliser le fait que c'est pas si mal de rester bosser dans le magasin et de devenir directeur de magasin. Donc, en fait, Mm. j'avais accepté à un moment donné d'être payé pas bien, enfin ça dépend comparé, mais de pas gagner très pas particulièrement bien ma vie, avec beaucoup d'inconvénients. Donc aujourd'hui, Mm. je suis dans une situation où franchement c'est cool. Franchement c'est cool. Mm. Et, euh, et en fait, bah c'est pas si fatigant que ça. Enfin, créer du contenu, prospecter, Ouais, c'est clair. ça peut être fun, ça peut être fun, tu vois. Mm. Tu gamifies un petit peu tout ça et Ouais. ça se fait très bien honnêtement. Ça me fait penser j'ai publié un post LinkedIn la semaine dernière où je disais, je sais pas si on réalise la chance qu'on a de pouvoir écrire des trucs, le publier sur Internet et être payé, tu vois. Genre juste ça, conceptuellement, c'est dingue en fait. Bah, quand tu essaies d'expliquer ton activité à des gens qui sont pas éduqués ils comprennent pas, tu vois. Mm. J'étais à un anniversaire samedi, j'écris que je suis copywriter, je dis j'écris des textes de vente, les gens enfin, ne comprennent pas et du coup tu changes de sujet, tu leur demandes ce qu'ils font, mais Ouais. parce que c'est pas. Mais du coup c'est pour ça que le métier de copywriter vend du rêve, parce que je pense que malgré tout il y a quand même un aspect de rêve. Peut-être que c'est pas aussi idyllique qu'on veut nous Ouais, faire ouais. croire, Mm. mais il y a quand même c'est quand même kiffant, quoi. C'est quand même Ah ouais, kiffant. c'est clair, c'est clair. Comment on arrive un peu sur la fin. Comment tu gères ta trésorerie? Comment tu gères ton cash? Aujourd'hui, tu as mis des trucs en place? Peut-être pas assez, mais globalement, dès que je reçois un virement, automatiquement, il est séparé dans plusieurs tirelires.
Sur N26, tu as cette possibilité, mais sur plein d'autres banques, j'imagine. C'est que dès que je reçois un virement, il y a une partie qui va dans économie, une partie qui va dans charge. Donc, typiquement, en fait, mais c'est une erreur que j'ai fait au début, c'est que l'argent qui était pour l'URSSAF, bah, je l'ai utilisé. Et du coup, tu dois taper dans tes économies Tu et l'as ça, dépensé dans les pâtes thaï à Chiang Mai. c'est ça, ouais. Et en massage surtout. Du coup, tu as grave le seum. Donc aujourd'hui, c'est assez automatique. Je fais toujours en sorte d'avoir plusieurs mois d'économie en avance. Ça aussi, ça te permet de choisir des clients. Hmm. Et aujourd'hui, je peux pas économiser autant que je souhaiterais parce que je paye pour deux personnes. Un style de vie qui est quand même très... Enfin, même si la vie coûte moins cher en Thaïlande, bah, il y a les billets d'avion, etc. La Corée, ça coûte un peu plus cher, etc. Ouais, c'est Donc, pas si pas cher non plus, quoi. ouais, ouais, ouais. Et donc voilà. Donc Hmm. enfin, c'est automatique parce que sinon je sais que je vais faire des bêtises. Et Et par exemple, t'investis un peu? un petit peu, pas encore, pas Ouais. suffisamment, Ok. mais un petit peu. Bah, en fait, ce qui est cool dans le métier de copywriter, par contre, c'est qu'à un moment, je voulais me former en investissement. Du coup, j'ai prospecté un formateur en investissement. Je l'ai signé. Il m'a donné accès à sa formation et j'ai été payé à me former sur l'investissement. Donc ça, il y a un aspect quand même assez cool, c'est qu'aujourd'hui, du coup, j'ai pas mal de formations et que j'ai regardé, etc. Récemment, j'ai eu un peu la même chose avec l'immobilier. Je me suis dit, tiens, tout le monde, enfin, beaucoup de gens autour en parlent. Ok, Ouais. bah du coup, là, j'ai le plan d'action pour 0 € entre guillemets, donc ça, c'est cool quand même. Est-ce que tu utilises l'IA? Ouais, tout le temps. Tu fais quoi concrètement? Je l'utilise globalement à peu près toutes les étapes, je pense. À la fois pour créer des posts LinkedIn. Autant l'idéation, ça n'a jamais été un sujet pour moi. Je prends des notes constamment, donc en fait j'ai plus d'idées que j'ai de Hmm. spots dans mon calendrier de contenu. Donc ça, c'est pas un sujet, mais c'est plus la rédaction, avoir des accroches alternatifs, traiter l'angle avoir des idées, comment traiter enfin, des angles pour cette idée. Donc il y a à la fois pour la création de contenu, pour mon quotidien en tant que copywriter, à force de faire les mêmes prestats, forcément j'ai créé des frameworks. Donc, bah, Ouais. typiquement, des frameworks pour les séquences d'inscription, de chauffe, de vente, etc. Donc, j'ai des frameworks. Quand je commence à travailler avec un client, je collecte beaucoup d'informations, que ce soit sur son site de rédaction, son avatar, son offre, sa vision du monde, etc. Donc, tout ça, tu le balances dans une IA qui lui donne tout le contexte. Et entre toutes ces informations-là et les frameworks, souvent, ça me permet d'avoir des V1 qui sont très quali. Et moi, derrière, malgré tout, je dois repasser, Hmm. etc., etc. Mais donc, en fait, l'IA me sert énormément au quotidien, me sert vraiment énormément au quotidien. Je travaille quasiment constamment avec. Il y a des moments où quand l'IA me saoule, je ferme et je me reconcentre et j'écris par moi-même. Mais enfin voilà. Si tu veux que je rentre un peu plus en détail dans les outils, Ouais, euh, tu utilises quoi? Tu utilises Claude, Dust? c'est ça, Dust, exactement. Ouais. Dust et principalement Claude, du coup, dans Dust, c'est, je sais pas comment on va, un agrégateur d'IA. Ouais. Et du coup, dedans, tu peux créer des assistants qui ont accès à des bases de données, Hmm. qui ont certains prompts. Et donc, voilà, j'utilise Dust, qui a une extension qui permet d'avoir sur le côté de l'écran. Et c'est extrêmement pratique dans le flow de travail du copywriter. Tu peux copier-coller très facilement, la faire intervenir. Maintenant, j'ai aussi une IA pour dicter, donc pour la dictée vocale. C'est aussi pour donner du contexte, ça accélère vraiment le flow de Hmm. travail. Donc oui, c'est principalement Claude. J'utilise NotebookLM parfois. Donc c'est une IA créée par Google tu peux lui donner énormément de quantité d'informations, de sources, et lui, elle va répondre uniquement en se basant sur les sources. Donc quand tu dois être véridique, par exemple, j'ai un client sur la fiscalité, bah, Ouais. je peux pas prendre le risque que l'IA fasse de la finalisation et invente des lois, etc. Et donc voilà, c'est principalement Dust, donc NotebookLM dans certains use cases. Euh, et c'est à peu près tout, honnêtement. Ouais. Euh, Tu vois, une réflexion que je me fais là en entendant parler et avec d'autres interviews que j'ai fait, c'est que, tu sais, on parle beaucoup d'IA et à juste titre, hein, il y a plein de process, plein de machins. Est-ce que ça remplace les métiers? Mais malgré tout, tu vois, on pourrait dire d'autres choses, mais j'ai l'impression que une fois que tu as dit, bon, bah, je me suis créé des agents avec oui, le style, avec les bons prompts, en fait, le job, il est fait.
Mais le vrai travail, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est ta compréhension du prospect, c'est tout ce qu'on vient de parler depuis une heure en fait. Oui, oui, c'est clair. Et encore, enfin, je pourrais donner toutes les informations, tous les frameworks que j'ai à quelqu'un qui Ouais, ne comprend pas ce que c'est le copywriting ou bien sûr. ne sait pas reconnaître ce que c'est un bon copywriting. Ça ne fera pas le travail. Donc non, non, Mm, clairement. Et encore là, par exemple, récemment, on a fait une masterclass et un lancement avec un client. Bah, choisir l'angle de la masterclass, choisir l'angle de comment tu vas présenter les choses, en quoi ton opportunité elle est unique, etc., etc. C'est quelque chose qu'aujourd'hui l'IA ne peut pas faire. Et pire, elle va souvent des très mauvaises idées parce qu'elle n'est pas faite pour ça. L'IA n'est pas faite pour réfléchir, elle est faite pour appliquer dans un certain contexte certaines consignes avec certaines informations. Et du coup, bah, on aurait eu un très bon copywriting sur une idée de merde, sur une masterclass, on n'aurait pas eu les résultats qu'on a mm. eu. Alors que bah il y a eu le brainstorming qu'on a fait. Alors parfois on lui a balancé des idées, elle nous a donné d'autres pistes, bien sûr, mais l'effet de levier, la bonne décision, c'est toujours à l'être humain pour Mm. l'instant de la prendre. Et, et oui. Par contre, aujourd'hui, clairement, moi avec l'IA versus moi sans l'IA, moi avec l'IA est plus rapide, meilleur copywriter, plus, Plus efficace, tout ce que tu veux, tout. plus Voilà, créatif. c'est ça. Ouais. Petite question pour terminer. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même depuis que tu t'es lancé en freelance? Euh, oh là là. T'aurais dû me la poser avant, je t'aurais sorti. Mais là, alors, je te dis ce Avant. que tu m'as écrit. Tu m'as écrit, on est le cumul de ses habitudes. Ouais. Il y a, je pense que le plus gros frein, il y a le côté identité. Hmm. On a sa propre, on se définit, on a une identité. De par exemple, moi, je pensais pendant longtemps que j'étais pas un mec du matin, que j'étais un mec Hmm. bordélique. Alors qu'en fait, quand j'ai commencé à me lever le matin, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus productif, que j'étais plus heureux, plus épanoui. Et du coup, il y a plein d'éléments de l'identité qui évoluent au fur et à mesure. Et une fois que tu le conscientises, tu dis putain, mais c'est quoi tous les autres trucs que j'ai pas encore vus pour l'instant. Et donc c'est un peu une réponse métaphysique, mais de se rendre compte que l'identité, c'est clairement pas quelque chose qui est arrêté, c'est quelque chose qui évolue. Et c'est magnifique, je Ouais. trouve. Enfin, c'est vraiment cool. Hmm. C'est vraiment cool. Il y a ça. Moi, Et juste là-dessus, je t'interromps et je te laisse ouais, réfléchir non, si tu non, veux, non. mais euh, moi, je suis toujours frappé à quel point, tu sais, juste on devient les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. Et que Exactement. souvent, la base de ces histoires, elle est même pas, elle a rien de vérifié, elle a rien de réel, c'est juste, tu sais, on se raconte l'histoire de ça, et à un moment, on devient ça, et du coup, ça nous renforce dans le truc. Et en fait, non, tu peux te déconstruire, ouais, tu peux choisir aussi d'une certaine manière comment tu vois les choses, en fait. Et c'est là où peut-être le côté des habitudes qu'on a, Mm. ça influence l'identité à long terme. Le côté de se lever tôt le matin, pendant longtemps, je disais à haute voix, moi je suis pas un mec du matin. Et en Ouais. fait, bah, j'ai commencé à me lever et puis maintenant c'est devenu une habitude et Mm. c'est tout, tu vois. Enfin, et je suis content de me lever tôt, de bien bosser, etc., etc. Donc ça c'est juste un exemple de, et peut-être, bah, ce qui est encore plus important, et je pense que tu le conscientises plus quand tu deviens indépendant, c'est l'environnement. Parce que quand tu es entouré de personnes qui te tirent vers le bas, quand, je sais pas, je pense que quand tu es employé, il y a moins d'effets sur ta vie. Peut-être plus sur ta vie privée, mais pas forcément sur ta vie pro, parce que bah, tu évolues dans un cadre avec une grille salariale, t'as pas Mm. ce potentiel de croissance. Alors que quand tu es entouré d'entrepreneurs, bah, tu vois des gens, des étoiles filantes qui s'envolent. Bah, c'est inspirant, tu vois des gens qui Mm. gagnent des sommes colossales, alors que quand tu leur parles, bah, en fait, c'est des gens normaux. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup eu avec mes mentors quand je me suis lancé. Comme ils faisaient quelques dizaines de milliers d'euros par mois, je pensais que c'était des gens tellement plus intelligents que le commun des mortels. Et puis tu vas boire un café avec lui, tu te rends compte que bah, en arrivant au café, il s'est ramassé sur la marche. Et en fait, c'est un mec tout à fait normal. Et pareil, de la même manière, enfin, si je rencontrais quelqu'un qui avait fait 80 000 de CA il y a quelques années, je me serais dit putain, ouais, il est trop fort. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je suis à peu près la même personne. Juste, bah, j'ai un compte LinkedIn avec quelques abonnés et c'est à peu près tout. Enfin, c'est à peu près tout, tu vois. Ok, dernière question. Ok. Euh, quand je t'ai mis sur le doc, c'est quoi ta force? Comment t'expliques ton succès? Tu m'as mis un peu de chance et tu m'as mis faire le débile. Ça veut Ouais, dire quoi faire le débile? Tu l'as dit plusieurs fois, mais j'aimerais bien qu'on termine là-dessus. c'est, je, je- je pense à la fois c'est une qualité dans certaines situations et un gros défaut dans d'autres. C'est ne prendre une décision et pas réfléchir après et publier. En fait, quand tout le monde te dit que LinkedIn ça marche et que pour toi ça marche pas,
bah, c'est que c'est toi le problème, c'est pas LinkedIn. Du coup, Hmm. bah, continue LinkedIn et résous le problème qui vient de toi. C'est que bah, ton contenu, il est probablement nul. Voilà, enfin, bref, c'est un exemple comme un autre. Mais oui, faire le début. Voilà, écrire, un- dédier 1 heure tous les jours à un post LinkedIn, c'est faire le débile. C'est pas, Ouais. j'attends pas l'inspiration, je suis pas particulièrement doué pour écrire. J'écris tous les matins et au bout d'un moment, forcément, tu deviens meilleur que les gens qui abandonnent et forcément, Hmm. tu génères plus d'opportunités que les gens qui abandonnent. Donc, il y a un peu le côté, ouais, faire le débile. Et je pense que pendant longtemps, dans mon environnement, quand j'étais un peu plus jeune, au collège particulièrement, j'étais entouré de gens beaucoup plus intelligents que moi, qui ont fait des grandes études. Et il y avait un complexe d'infériorité. Ouais. Et aujourd'hui, bah, déjà, enfin, parfois j'aime bien dire que en fait aujourd'hui, quand je dis j'ai rien de particulier, je pense pas être beaucoup plus intelligent que la moyenne, c'est-à-dire que si on fait une courbe en cloche, bah je suis ni tout à l'avant ni tout à l'arrière. Ce que je fais, à peu près tout le monde peut le faire. Je suis pas plus discipliné qu'un autre, honnêtement. Putain, ça m'arrive souvent d'avoir la flemme ou d'ouvrir YouTube ou de checker mon téléphone, un peu comme tout le monde en Ouais. fait. Et Hmm. malgré tout, bah, j'ai une activité qui tourne bien avec un style de vie qui est très très cool. Je pense que je le dois forcément à la chance, mais bah, le fait d'être extrêmement régulier dans ce qui est nécessaire de Hmm. faire. Ouais. C'est Hormozy qui dit souvent faire tellement de volume que c'est déraisonnable qu'il se passe rien en fait. C'est Ouais. déraisonnable que juste tu réfléchis pas, tu ships, tu t'es tellement dans l'action qu'en fait à un moment il se passe des trucs quoi. Probablement, ça fait un moment qu'on discute que nos cerveaux commencent à être fatigués, mais il y a le côté inconvénient aussi de ce côté-là. C'est que parfois, je vois des gens publier comme des bourrins Ouais. sur LinkedIn et c'est mauvais. Fondamentalement, c'est mauvais parce que c'est pas bien rédigé, parce que ça respecte Hmm. pas les codes sous-jacents de LinkedIn, etc., etc. Et du coup, il y a un moment, bah, ça devient un inconvénient parce qu'à aucun Ça moment peut tu desservir. t'arrêtes, tu te dis, bah attends, qu'est-ce que je fais de mal, etc. Est-ce que je demanderais pas de l'aide à quelqu'un? Et Ouais. ça peut te démotiver, ça peut te faire abandonner. Et toi et moi, on en a vu des dizaines, des dizaines. Moi, parfois, de temps en temps, quand je veux recycler du contenu, je retourne sur mes posts d'il y a 2 ans et je vois des têtes que j'ai pas vues depuis 2 ans. Je fais, mais ah oui, c'est vrai, ces gens-là, avant, ils publiaient, Ouais. ils étaient là, ils ont abandonné. Et, euh, et probablement que ça vient du fait qu'ils n'ont pas eu les résultats qu'ils souhaitaient. Ouais, voilà. Ouais, mais je te rejoins. Après, le seul truc que je trouve dur, c'est que euh, pour L'équilibre. devenir un bon créateur, il faut d'abord accepter d'être un mauvais créateur. Ouais. Et donc cette phase de je fais un peu n'importe quoi, c'est dur de ne pas passer par là, je trouve. Oui, ouais, Mais comme tu dis, et- il faut avoir ce truc de ok, je veux progresser. Le but c'est pas juste faire pour faire, c'est d'abord je fais pour faire et ensuite je cherche des méthodes, de l'accompagnement, des gens qui vont pouvoir m'aider à progresser. Non, c'est clair, c'est clair. C'est dur, bah, comme toujours, être dans la justesse, dans l'équilibre. C'est facile sur le papier, mais quand tu es dedans, c'est très compliqué. Et, et l'envie profonde d'apprendre et d'être curieux et de bien faire les choses. Tu sais, je vois aussi plein de gens qui se disent ok, je fais LinkedIn parce que les gens me disent de le faire, tu vois. Mais en fait, t'as pas vraiment l'envie profonde de réussir sur LinkedIn. Et je pense que ça, juste ce shift, ça peut changer. Dernière question, et après je te laisse. Ok. Si t'avais c'est quoi le conseil que tu donnes à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le copywriting demain ou l'année prochaine? S'il y a un truc, c'est quoi l'essence, le nectar que tu as envie de transmettre? C'est très très dur C'est parce dur. j'ai Ouais. plusieurs trucs qui me sont venus à l'idée, en tête directement. Mais Vas-y. un seul, déjà, la prospection, c'est sous-coté. Le contenu, c'est surcoté. Si tu veux Ok. vivre très vite, si tu veux faire rentrer un virement sur ton compte, euh, dans cet ordre-là, dans cet ordre-là. Je vais utiliser Je suis je vais d'accord. un peu détailler. Au début, à un moment, je disais que j'ai commencé à publier sur LinkedIn, j'avais la visibilité, mais mon contenu puait le débutant. C'était cringe presque. Par exemple, expliquer ce que c'est AIDA, bah, avec le recul, AIDA, donc Ouais. attention, intérêt, désir, action, un framework de copywriting vu et vu revu. Si tu crées du contenu qui explique AIDA, déjà, ça, c'est un sujet de débutant. Et ça Ouais. attire des gens qui ne connaissent pas AIDA. Donc, c'est pas des gens avec qui tu as envie de bosser. Donc, déjà, là, Mm, il y a un serpent qui se mord la queue c'est mm. catastrophique. Donc, déjà, en fait, pour créer du contenu intéressant, il faut avoir des trucs intéressants à dire. Alors, ok, au début, faut se prendre le mur, etc. Mais si tu ne connais pas ton métier,
tu ne peux pas raconter des trucs intéressants. Alors, tu peux faire du personal branding, mais c'est pas le sujet. C'est pas le Ouais. sujet. Donc, et donc, par contre, la prospection, quand c'est bien fait, ça marche, tout simplement. Ça marche encore aujourd'hui même. Parce que, en fait, encore une fois, le niveau de prospection est Mm. mauvais, en fait, est mauvais. Donc, ouais, la prospection, je pense que c'est sous-coté, le contenu, c'est surcoté, sachant que j'ai fait ma carrière grâce au contenu. Ouais. Euh, Je suis à 100% d'accord avec toi. Et moi, c'est pareil. J'ai toujours trouvé des clients parce que j'avais fait plein de contenu. Mais je pense que si demain je dois repartir de zéro, et d'ailleurs le conseil que je donne le plus, c'est bombarde la prospection et te pose pas de questions. Et une phrase que j'adore, c'est si t'as pas de clients, qu'est-ce que t'as de mieux à faire que prospecter? c'est clair. C'est ça, Rien. c'est quand t'as pas de client, t'as tellement de temps, prospect. Donc ouais, prospection. Le positionnement, le positionnement. Je dirais que en fait, tu te positionnes pas par rapport à une cible, tu te positionnes par rapport à un problème que tu résous pour cette cible. Mm. Et, Ouais, intéressant. et ça change. Enfin, du coup, déjà, ça change l'idée de comment tu approches le positionnement. C'est que je suis pas copywriter pour coach fitness, nanana. Tu réfléchis aux problèmes que eux ils ont, comment toi tu pourrais les résoudre grâce à une solution qui implique le copywriting. Je pense que ça serait ça, un mélange des deux et, euh, et ouais, service client. Je pense service Ok. client aussi. Mm. Je pense que service client, au début, tu n'as même pas besoin d'être très bon en copywriting. Et c'est un truc que je dis souvent, et là, mais je le dis souvent en privé, là, c'est bizarre de le dire dans un podcast, mais je pense pas que que je suis meilleur qu'un autre en copywriting, vraiment. Mais bah, déjà, je pense que je suis peut-être plus sympa, que j'ai une compréhension un peu plus globale. Et quand je donne des conseils ou que Ouais. j'apporte des idées à un client, je les incorpore dans une réflexion plus globale que juste le copywriting. Mm. Et ouais, peut-être c'est juste ça. Et je démontre que je suis quelqu'un de qualité. Donc ouais, c'est probablement ça. Le triptyque, si au lieu de donner un seul conseil, les trois sacrements, ça serait prospecter avant de créer du contenu, bien réfléchir son positionnement, prendre le temps, en parler autour de soi, et probablement, Être c'était quoi? sympa. Ouais, sympa. C'est pas mal. C'est pas mal pour terminer le podcast. Soyez sympas, les gens. Euh, Parfait. Merci Paul. C'était Merci à toi. très cool, full valeur. J'espère que les gens vont apprécier. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je mettrai le lien de ton LinkedIn, de ta newsletter aussi dans la description. Donc si les gens veulent creuser ce que tu fais, allez-y. C'est toujours très quali. Merci beaucoup Paul pour ton temps. C'était génial. Avec plaisir. Ciao, ciao.